Bonjour, 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 bonjour. Hello Sonam, how are you Sonam? Tashidelek. Tashidelek, Tashidelek. Tell me if you are fine. Tell me in comment. Are you fine, Sonam? J'attends 2 minutes. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la liberté dans la relation affective. J'ai été inspirée la semaine dernière parce que j'ai eu hier et avant-hier, j'ai eu une inspiration parce que je me sentais beaucoup mieux. Je disais que je vivais maintenant près de la mer et en fait c'est en train d'ouvrir des portes intérieures. Et je voulais partager ça avec vous. J'ai eu l'image de chaînes brisées, de cordes coupées, de boulets détachés de la cheville. Et en fait, j'ai fait cette publication la semaine dernière. Je me suis dit que j'allais en discuter avec vous en direct ou en replay. Donc je sais que c'est l'heure de manger. Il est 12h30, je pense qu'il y a plein de gens qui sont en train de manger. Et voilà, donc je vais vous parler de ça, de la liberté affective qui vient à contre-pied de la dépendance affective, un sujet que j'avais abordé déjà avec Armelle Épinot de J'ai 5 minutes. Et mon intention c'est d'en discuter parce que plus on éclaire ce genre de sujet, plus on s'en approche et plus on met de la liberté dans notre vie quotidienne. D'autant plus qu'avec tous les changements qu'on a eus ces derniers mois et cette dernière année, finalement, la liberté, quand elle est intérieure, tout ce qui se passe à l'extérieur n'a pas d'emprise sur nous. Alors, qu'est-ce que la liberté affective ? Donc déjà, il y a des facteurs, donc j'ai récupéré ça pour vous en parler. C'est Colette Portelance qui a écrit un livre qui est très intéressant. Donc moi, j'ai lu en fait quelques notes sur ce livre et je vais vous parler en fait des facteurs de la liberté. Non, il y en a plusieurs. Donc les facteurs de la liberté, il y a l'authenticité, c'est le sujet moi que je vais creuser avec vous, la responsabilité également, l'interdépendance, l'engagement, l'attachement, l'investissement, la sécurité, la fidélité, la discipline et le lâcher-prise. Alors c'est bien parce que c'est une psychologue qui a écrit ce livre et c'est plutôt une approche spirituelle quand j'ai trouvé ça. Donc j'ai trouvé ça vraiment ravissant de pouvoir parler de liberté dans la relation affective au travers des mêmes notions qu'on retrouve dans le bouddhisme. C'est un hasard, hein, franchement, je n'ai pas fait exprès. Donc, les facteurs de la liberté. Donc, l'authenticité. Alors, l'authenticité, ça concerne, en fin de compte, les qualités qui montrent une fonction non défensive et saine, un fonctionnement non défensif et sain, ce sont les qualités que nous devons rechercher. Alors c'est l'authenticité des personnes. Donc les caractéristiques d'une personne authentique, elles ont des perceptions réalistes de la réalité, elles sont acceptées pour elles-mêmes, par elles-mêmes et par les autres.
elles sont attentionnées, elles ont un sens de l'humour non hostile, elles sont capables d'exprimer leurs émotions librement et clairement, elles sont ouvertes à apprendre de leurs erreurs, elles comprennent leurs motivations. C'est ce que signifie être fidèle à soi-même. Alors ça, c'est les qualités authentiques de la personne authentique. Et puis, en face, vous avez les 8 qualités des personnes qui sont non authentiques. Des 8 habitudes et qualités fondamentales de personnes inauthentiques qu'on peut observer sur nous-mêmes ou sur les autres, sans jugement aucun bien sûr. Elles sont auto-trompeuses et irréalistes dans leur perception de la réalité. Elles regardent les autres pour obtenir leur approbation et se sentir valorisées. Elles jugent les autres, ne réfléchissent pas clairement, ont un sens de l'humour hostile, sont incapables d'exprimer leurs émotions librement et clairement, ne sont pas ouvertes à apprendre de leurs erreurs, ne comprennent pas leurs motivations. Si derrière ce qu'une personne dit et fait se cache une approche défensive et auto-trompeuse de la vie, peu importe à quel point elle est passionnée et engagée envers une cause, elle n'est pas fidèle à elle-même. Donc ça, c'est les qualités inauthentiques qui viennent à contre-pied des qualités authentiques. Alors pour moi, l'authenticité, c'est quoi? C'est le fait d'être en phase avec mes valeurs, le fait de choisir la vérité plutôt que le mensonge. Mais bon, ça a l'air simple de dire ça, mais quand on évolue dans une société qui valorise la réussite sous toutes ses formes, bon, c'est paradoxal parce que moi, je parle de réussir au féminin. Mais en fait, la réussite à n'importe quel prix. On est aujourd'hui dans une société où souvent, et heureusement pas seulement, le fait de réussir, d'avoir un mari, une épouse, des enfants, un chien, une maison, une voiture, une piscine, ben c'est la norme. Alors bien que je n'ai rien contre, c'est pas du tout une critique, c'est de dire voilà, pour rester dans ce cadre que fixe la société, que ce soit celui-là que je prends comme exemple ou un autre, en fait on va renoncer à qui l'on est intérieurement pour correspondre à ce que la société attend de nous. Alors je parle de ça parce qu'il y a quelques jours, j'ai été assise avec une amie de longue date, de très très longue date, et qui me disait qu'elle était autant, avec la seule personne avec qui elle était elle-même, c'était moi, Yasmine Marie-Linda. Et ça m'a touchée, presque rendue triste parce que finalement elle vit avec une personne depuis plus de 20 ans. Elle est maman, elle est la fille, et en fait elle ne s'autorise pas à être elle-même avec les personnes avec qui qu'elle côtoie le plus, parce que moi elle me voit très rarement finalement. Et comme on s'est connus très très tôt dans notre vie d'enfant, et bien quand elle est avec moi, elle respire. Et elle se sent bien, enfin, je pense. Et en fait, c'est ça, c'est de choisir qui on veut être dans la vie, tout simplement, pour être libre. Qui j'ai envie d'être pour être libre? Qu'est-ce que je choisis pour être libre? Et à quoi je renonce pour être libre? Ça, c'est des questionnements que je pose parce que, en fait, aujourd'hui, pour rester dans notre environnement de confort, notre zone de confort, notre zone de sécurité, notre zone d'habitude. Alors j'aime bien parler de l'habitude parce que j'ai eu un ami algérien qui me disait que le mariage en Algérie, ça tenait par la force de l'habitude. C'est une culture, hein. Ben, c'est pas la mienne. C'est pas la mienne du tout. Parce que pour me sentir vivante, j'ai besoin de vérité, de simplicité,
de joie, et d'ailleurs quand je n'ai pas ça, ben je me sens pas bien, je me sens pas à ma place, je me sens pas exister, je me sens pas honorée par la vie. Donc quand je renonce en fait à ma vérité, c'est comme si je choisissais le mensonge. Et la liberté affective, c'est pour moi, c'est savoir vivre seul dans le plus grand bonheur. Et c'est pareil dans la société de consommation, en tout cas dans la société sociale dans laquelle on est. Si on n'est pas en couple, si on n'est pas maman, si on n'a pas un travail en CDI, si on n'a pas fait des études supérieures, si on n'a pas... je dis ça parce que dans certains pays, le fait d'être dans la professionnalisation ou dans la formation après dans la formation comme un CAP, un BEP ou un BP, en France, quand on fait ce cursus-là, c'est mal vu, alors que ça peut être le bonheur de pas mal de personnes que moi je connais, qui ont choisi ce cursus parce qu'elles se sentent se réaliser dans ce cursus-là. Et en fait, tout ça pour dire que quand on n'est pas dans les carcans imposés par la société, on peut se sentir exclu et finalement se retrouver enchaîné à quelque chose qu'on n'a pas souhaité vivre. Et tout ça m'est venu quand je marchais, où je faisais mon jogging là, dimanche matin, au bord de la plage, et que je me souvenais que j'avais renoncé à vivre dans une grande maison lyonnaise. J'aurais pu me battre peut-être pour rester. Ça aurait pu se faire, en tout cas, même seule, j'aurais pu la garder, cette maison. Pour vivre dans un 40 mètres carrés au bord de la plage. Au bord d'un lac. Et en fait, ça me donne un sentiment de pouvoir sur ma vie et de liberté. Et je voulais vraiment le partager avec vous en live ou en replay parce que la liberté, ça ne s'achète pas. Et la liberté, ça n'a pas de prix. C'est quelque chose que j'ai dit quand j'ai divorcé en 2001. Où en fait, j'ai eu cette notion de liberté aussi, de me dire, pour vivre libre, il y a un prix à payer, il y a un renoncement en fait. À l'époque, je n'étais pas encore pleinement consciente de ça, mais la liberté égale renoncement. Et c'est très spirituel comme approche. La liberté égale lâcher prise, égale se jeter dans le vide et savoir ce qu'on veut et savoir ce qu'on ne veut plus aussi. Donc en fait, pour faire le lien avec ce que je vous donnais comme point, quand on dit que l'authenticité, c'est qu'on a des perceptions réalistes de la réalité, qu'on est accepté par nous-mêmes et par les autres, qu'on est attentionné, et finalement on est attentionné à nous-mêmes et aux autres, qu'on a un sens de l'humour non hostile, c'est-à-dire qu'on peut rire de tout sans blesser l'autre et atteindre la fragilité de l'autre, qu'on est capable d'exprimer nos émotions librement et clairement, qu'on soit triste, joyeux, qu'on ait envie de rire, qu'on ait envie de pleurer, qu'on soit en colère, qu'on soit, qu'on soit dégoûté, parce que le dégoût c'est une émotion aussi, et on est capable de l'exprimer sans jugement sur nous-mêmes. Quand on se regarde nous-mêmes, on ne se juge pas nous-mêmes et puis on ne juge pas les autres. Qu'on soit ouvert à apprendre de nos erreurs, qu'on se dise, voilà, je me suis trompée, j'ai eu tort, je me suis trompée, et c'est pas grave. Parce que quand on arrive à faire ça, c'est que l'orgueil, on l'a mis de côté et on a remplacé par l'humilité. J'aime bien cette deux versions. Alors, ce que je vous donne comme information, ça vient de psychologue.net. Et en même temps, c'est des valeurs qu'on retrouve dans la spiritualité. Quand on renonce à l'orgueil et qu'on choisit l'humilité, on est plus léger. Et puis ça laisse la place au lâcher prise, au fait que on sait que c'est parfois difficile de s'exprimer, d'exprimer nos émotions, de se tromper et d'évacuer en nous toutes ces énergies bloquées qui nous empêchent de nous ouvrir et de nous réaliser.
Et du coup, ça vient intoxiquer notre pensée, ça intoxique notre corps, le stress monte et le manque d'authenticité en fait installe les tromperies, les infidélités, le jugement des autres, finalement un mindset, un état d'esprit très toxique qui fait qu'on ne peut pas se réaliser, ou en tout cas on est dans une espèce de réel fossé par le fait qu'on se mente à nous-mêmes en fait. Quand on commence à se mentir à soi-même, on ment au monde entier. Et quand on commence à croire en soi-même et à avoir sa vérité intérieure, ben dans le monde, tout est possible. Et c'est ça, les infinies possibilités s'ouvrent à nous, en fait. Après, il y a la notion de responsabilité. La notion de responsabilité dans le sens responsabilité de sa vie et de ses émotions, de se libérer du passé et d'avancer la tête haute. Ça, c'est quelque chose qui est important pour moi parce que chaque instant est passé. Là, il y a 5 minutes, je vous disais quelque chose, mais c'est déjà passé. Et le futur, il est incertain. C'est un sage qui dit ça. Hein. Le présent, ça reste vraiment l'ancrage de chaque instant dans lequel on peut se sentir bien, se sentir vivant dans le présent. Et en sentant ou en ressentant notre vivant à l'intérieur de nous. Et quand on ressent notre vivant à l'intérieur de nous, on peut vivre en toute sécurité. On est sécure, on se sent sécurisé, on se sent bien, on se sent écouté, on se sent aimé, on se sent transporté par la vie et porté par la vie. Et quand on se libère du passé, il y a quelque chose qui est important. Pour moi, c'est important en tout cas, c'est de pouvoir pardonner, de comprendre ce qui a pu nous couper de nous-mêmes quand on a renoncé à être authentique. Quand on est responsable, on peut aussi prendre sa part de responsabilité. Par exemple, dans un couple, on dit qu'il y a toujours 50-50. Dans une relation d'amitié, il y a toujours 50-50. Dans une relation tout court, il y a 50. Il y a ma partie et la partie de l'autre. Qu'est-ce que j'ai accepté? Qu'est-ce que j'ai refusé? Ou qu'est-ce que j'ai engagé? Quand j'engage l'authenticité, en toute responsabilité, ça ne peut être que juste. Maintenant, si je mets en place un jeu de manipulation pour que mes besoins soient remplis, parce que tout part du besoin. Peut-être bientôt, je vous parlerai de communication non violente avec les notions de besoin, parce que j'ai eu la chance aussi d'avoir cette formation-là. Parce que quand on dit communication non violente et qu'on parle de notre besoin, finalement, ben, on est à l'écoute, on est à notre écoute et on peut mieux écouter l'autre, ou en tout cas on peut mieux dire non. Il ne peut pas y avoir de violence, il peut y avoir que de la paix. Parce que si enfin voilà, le contraire de la violence, c'est la paix. Donc si on arrive à exprimer notre besoin, de quoi j'ai besoin, souvent je parle de ça, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai besoin pour être en paix. Donc si je suis en paix, il n'y a pas de place pour la colère. Si je suis en paix, il y a de la place pour la patience et pas l'impatience et tout ça. Parce que c'est vrai que j'écoutais un livre de Louise Hay où elle dit que quand elle conduit sa voiture, elle se nourrit, en tout cas son mindset, elle le nourrit d'amour pour ne pas tomber dans le piège des personnes qui crient ou qui hurlent en voiture. Et là, depuis que je suis revenue dans le sud, je me fais souvent insulter par les sudistes. Bon, ça c'est typiquement méditerranéen. J'étais à Lyon, j'avais pas je me faisais jamais insulter en voiture. Et ici, en fait, on dirait que c'est une culture. Et en même temps, je les observe, les sudistes, et je me dis, mais qu'est-ce qui les met tellement en colère dans leur voiture? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont coincés toute la journée dans leur corps et dans leur tête, et qu'ils aient besoin, dès qu'ils prennent le volant, d'insulter tout ce qui passe, parce que, bon, c'est pas la majorité, mais je pourrais presque filmer et faire un montage vidéo en 48 heures, parce que c'est quand même assez souvent. Et
Et je me pose la question, voilà, de comment en fait les gens qui vivent dans la colère permanente, même si moi je l'ai été en colère permanente, comment ils arrivent à vivre sans te blesser. Et c'est normal qu'en fait il y ait une absence d'authenticité et de responsabilité parce que l'autre est responsable de ce qui m'arrive. Et là on touche à la victime. Pourquoi je suis victime de l'autre? Pourquoi je suis victime? Pourquoi je vais pas bien? Pourquoi elle fait ci? Pourquoi gna gna? C'est Franck Nicolas qui me faisait rire sur une de ses vidéos où il parle de victimite. Moi je dis victimite aiguë. Ah, je vais pas bien, ah, je vais pas bien, mais je vais pas bien, je vais pas bien. Alors ça ramène à l'estime de soi. Donc ça se soigne. Hein. Et je suis passée par là, hein. Franchement, hein, j'ai pleuré pendant des années sur mon corps, sur ma vie, sur tout ce que j'avais vécu, sur tout le malheur que le monde m'a apporté. Et en fait, c'est pour ça que je vous parle, pour reboucler, avec se libérer du passé. Comment on peut se libérer du passé et choisir et être responsable de son bonheur. Être responsable de son bonheur, c'est enlever le pouvoir au reste du monde de nous rendre malheureux. Si je suis responsable de mon bonheur, moi Yasmine, Marie-Linda, mais personne n'a la main sur mon bonheur en fait. Personne. C'est important, hein, c'est important de le noter. Donc quand je deviens responsable de mon bonheur, je ne suis plus la victime de un tel, de un tel, de un tel. Et donc je mets en place des mécanismes vertueux qui me maintiennent dans ce bonheur, qui me maintiennent dans l'envie d'être moi et d'être heureuse. Alors comment ça se passe? Quel mécanisme on peut aborder avant? Je voulais faire quelque chose d'assez court pour que le replay soit comestible. L'estime de soi, la confiance en soi. Construire ou à construire. Donc ça c'est une des clés en fait hein, de la responsabilité, de l'authenticité et de la liberté affective. L'estime de soi c'est une clé incontournable de la liberté affective. Lorsque vous avez une baisse de motivation, une difficulté à terminer une tâche, ou que vous trouvez que vous avez de plus en plus de mal à faire face aux difficultés, questionnez-vous sur l'état de votre estime de vous-même en répondant aux questions suivantes. Alors je vais faire lente, comme ça si vous voulez l'écrire. Est-ce que mes aspirations sont atteignables? Est-ce que mes aspirations sont atteignables? Mon soi idéal est peut-être une projection trop parfaite. Mon soi idéal est peut-être une projection trop parfaite. Deuxième question. Est-ce que mon environnement proche me soutient et me valorise? Regardez autour de vous. Est-ce que votre compagne, votre compagnon, est-ce que votre famille vous soutient? Est-ce que vos amis vous soutiennent? Est-ce que vous avez des amis? Est-ce que vous vous sentez bien avec eux? Est-ce que vous avez comment dire, des oreilles pour vous écouter quand vous avez besoin de parler? Est-ce que votre famille est là pour vous? Donc, est-ce que mon environnement proche me soutient et me valorise? Mes émotions sont-elles entendues et reconnues de la même manière qu'elles expriment de la joie ou un état d'alarme? Mes émotions sont-elles entendues et reconnues de la même manière qu'elles expriment de la joie ou un état d'alarme? Est-ce que je considère l'autre comme supérieur à moi? Intéressant. Est-ce que je considère l'autre comme supérieur à moi? Est-ce que mon dialogue intérieur est positif? Alors sur mon dernier live, j'en avais parlé. De quand j'ai ma voix off, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Qu'est-ce que je me répète? Oui, j'aimerais ci, j'aimerais ça, je suis pas bien, je voudrais ci, mais j'ai pas ci, oh, je veux faire ça, mais je peux pas, mais je veux aller là, mais je peux pas, ah, mais l'autre, pourquoi il est mieux que moi, l'autre, pourquoi il me fait mieux que ça, pourquoi j'y arrive pas, pourquoi je me sens... Ouais. Et en fait, comment est-ce que mon dialogue intérieur est positif? Alors là, moi, la clé que je donne, c'est de le remplacer par une phrase positive. L'univers soutient tous mes besoins, c'est ce que disait Chloé Lily Lafleur, pour ne pas la citer la dernière fois. On peut faire un mantra, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum.
C'est le mantra de l'amour inconditionnel en tibétain. Ça peut être une prière, ça peut être une phrase positive que vous aimez, une phrase inspirante que vous avez trouvée sur, je sais pas moi, sur une phrase, sur un sachet de thé Yogiti, sur sur comment ça s'appelle, un calendrier qui vous donne des phrases positives. Donc le dialogue intérieur, c'est vraiment une bonne semence pour aller mieux, hein. C'est vraiment important. Est-ce que je me ressens comme digne d'amour? Est-ce que je me ressens comme digne d'amour? Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Ça peut être une phrase que vous pouvez vous répéter si vous ne vous sentez pas digne d'amour, parce que ça se construit. Alors si tout ça, en fait, si vous avez sur toutes ces questions, vous avez 80% des questions qui sont négatives, donc les réponses c'est non, 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 ben, peut-être que là, c'est le début d'un... Vous pouvez peut-être pousser la porte d'un thérapeute. Le coaching et l'énergie, c'est bien, hein, c'est super. Il y a des choses qui sont encrassées dans l'inconscient, qui, si vous ne nettoyez pas en profondeur par la thérapie, vous pouvez mettre autant de coaching, d'ailleurs le coaching pourrait vous faire mal et être contre-productif et vous blesser. L'énergie, ça pourrait vous faire péter les câbles. Si vous n'avez pas nettoyé les bases avec l'accompagnement thérapeutique, parce que le regard thérapeutique va placer le regard bienveillant du parent, du thérapeute. Le regard bienveillant du thérapeute peut venir vous apporter le soutien nécessaire pour que vous puissiez vous sentir important et accepter ce que vous êtes. Alors je l'ai moi-même testé. Le transfert sur le thérapeute comme parent, ça vous permet de vous reconstruire, de vous construire. Il y a des gens qui n'ont pas été construits, hein. Les parents ont fait des enfants, ils les ont lâchés, ils étaient eux-mêmes souffrants et ils ont produit des êtres souffrants. J'aime bien dire, les poissons ne font pas des papillons. Une mère souffrante, comment elle peut faire un enfant épanoui? Si elle a travaillé sur elle, mais si elle est souffrante quand elle est mère, forcément ça ne peut pas marcher. Si vous, en tant qu'enfant, vous avez été victime d'une mère ou d'un père souffrant, comment vous voulez donner le meilleur à votre enfant sans avoir fait un travail de fond thérapeutique? J'en parle parce que je partage avec plein de gens et la spiritualité, c'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Du tout. C'est pas suffisant pour aller bien, la spiritualité. Il y a des mécanismes psychiques. J'aime bien parce que je vois des coachs là sur Instagram qui disent donne-toi un bon coup de pied au cul, hein, excusez-moi, et ne crois pas que la dépression ça n'existe pas. Ça existe. Ça me rend dingue d'entendre des gens dire que la dépression c'est de la foutaise, c'est une maladie mentale. C'est important de comprendre que la maladie mentale existe et que d'entendre des gens incompétents dire ah, la dépression, ça n'existe pas, c'est que pour les faibles, c'est faux. Ça existe. L'être humain a besoin parfois de faire dépression, il dépressurise pour se reconstruire. Parce qu'il a encaissé, et son mécanisme de défense, c'est de se renfermer sur lui-même pour trouver les solutions pour survivre. C'est un mécanisme de défense, la dépression, en fait. Et je vous dis, j'ai lu ça, je lis ça régulièrement là sur les. Je reçois des newsletters où je suis des gens qui sont très intéressants, ils ont des très bonnes méthodes. Mais j'alerte sur le fait que de dire que la dépression c'est une faiblesse, moi j'ai cru que la dépression c'est pas pour moi en fait. Mais c'est pour tout le monde. Et quand on commence à se remplir, à manger, à boire, à fumer, à se droguer, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. On s'intoxique pour oublier qu'est-ce qui nous embête en fait. On s'intoxique pour effacer la réalité. Donc là, on n'est plus dans l'authenticité quand on se drogue. On n'est pas dans l'authenticité quand on aspire la fumée de cigarette. La fumée de cigarette, elle vient intoxiquer notre esprit parce que quand on fume une cigarette, on oublie de penser à ce qui est vrai pour nous.
quand on mange des kilos de sucre, quand on boit des litres de café, quand on mange des tonnes de chocolat ou de pâtisserie, on vient envahir notre esprit de lourdeur et de toxicité pour justement ne pas prendre conscience de ce qui nous embête. Et oui, il faut se soigner. Ça se soigne, il y a des gens très bien formés qui le font et qui accompagnent les personnes qui en ont besoin. Et non, le coaching, ce n'est pas de la thérapie. Alors ça, j'ai eu la chance d'être formée par la Ségos. Le coaching, on part d'un objectif et on se le dit qu'on on travaille sur cet objectif qu'on a choisi, on cadre. La thérapie, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Et peut-être que ça finira jamais. Mais au moins, on aura commencé et ça dépend de la maturité de notre esprit, on finira par trouver notre soi intérieur, le reconstruire et se remettre droite, la tête haute par la thérapie. Mais le coaching et la thérapie, c'est deux choses vraiment différentes. Et il y a des choses qu'on ne soigne pas en coaching. D'ailleurs, le coaching, ce n'est pas un soin, c'est un coaching, un accompagnement. Quelque chose qui va nous aider à passer à l'action et à poser des actions. La thérapie, c'est parler de son soi, de ses blessures, de ses émotions. Ça demande du temps, ça demande de la volonté, ça demande du courage de se regarder dans un miroir et de se dire voilà, je suis responsable, je suis fatiguée, je suis blessée, mes besoins n'ont pas été entendus, mes besoins petite fille ou petit garçon n'ont pas été servis. Donc ça, c'est la thérapie. Donc dans la thérapie, c'est votre parent à l'intérieur de vous-même qui pourra, ayant recouvré une estime de soi plus stable, venir apporter l'amour, l'acceptation et la valorisation dont la part de l'enfant de vous-même a manqué. Donc en fait, quand vous êtes... Salut Marie! Quand vous faites une thérapie, vous allez mettre en communication le parent intérieur et l'enfant intérieur. C'est très important de comprendre ce mécanisme parce que souvent, les gens ils vont voir un psy ou ils vont voir un psychiatre ou un psychologue ou un psychothérapeute et ils font une séance, 2 séances, 3 séances et ils disent « Ah ben moi j'ai pas de problème, tout va bien. Donc je vais être libre mais j'ai pas de problème. » Et la liberté affective en fait, c'est je me regarde dans le miroir, je prends conscience que je suis responsable. Et quand je dis je suis responsable, finalement, je fais agir le parent intérieur. Même si j'ai eu un parent souffrant, un parent abandonnique, un parent violent, un parent abusif sexuellement ou autre, je suis capable, je dis des choses fortes aujourd'hui, mais je suis capable, moi, de faire agir mon parent intérieur qui va parler à mon enfant intérieur. Et ça, c'est Winnicott. Winnicott, moi j'ai lu son livre, il a beaucoup parlé de pédagogie dans les années, pas pédagogie, de psychologie infantile, psychiatrie infantile. Et c'est un psychiatre qui m'avait recommandé le livre de Winnicott. Donc en fait, quand on fait correspondre, quand je dis correspondre, c'est-à-dire qu'on fait communiquer le parent intérieur et l'enfant intérieur, même si en tant qu'adulte, on a subi des traumatismes entre 0,7 ans, 0,14, 0,21, puisqu'il y a plusieurs axes de progression, et bien notre enfant intérieur et notre parent intérieur, ils vont se prendre la main dans la main, et avoir une construction solide intérieure. Et tous les doutes qui peuvent nous habiter, des doutes quand on se regarde dans le miroir, quand on doute de nous, quand l'estime de nous-mêmes, je parlais tout à l'heure d'estime de soi, quand notre estime de soi et notre confiance en nous est à construire, le fait de faire communiquer le parent intérieur et l'enfant intérieur, eh ben c'est le début du bonheur et de la liberté affective, puisqu'on n'attend plus le regard de l'autre pour exister. On n'attend plus, comme je disais tout à l'heure, on n'attend plus le regard des autres pour obtenir leur approbation et se sentir valorisé. Quand on a notre parent intérieur et notre enfant intérieur qui construit
notre adulte intérieur, eh ben, on est autonome, c'est magique. Ça demande du travail, ça demande du travail. Je vous invite, Harry, je t'invite à revoir quand tu auras du temps. Hein. Je te donne beaucoup de travail. Je te donne beaucoup de travail avec mes lives et mes replays. Mais quand on fait dialoguer notre parent intérieur et notre enfant intérieur, il n'y a plus besoin du reste du monde pour vivre. On n'a plus besoin de s'appuyer sur quelqu'un, même si ça devient en fait un bonus de s'appuyer sur quelqu'un. Ça devient une communion de vivre avec quelqu'un et plus un combat. Quand on a mis en place notre adulte intérieur, on choisit de vivre avec l'autre. On choisit d'être bien avec l'autre. On choisit d'être bien avec l'autre quel qu'il soit. Ça peut être le partenaire de vie, la famille, le parent, la mère, le frère, la sœur, l'ami. Des fois, on a des amis hein, qu'on a depuis des années et qui, à chaque fois qu'on est en sa présence, eh ben, on se sent, un peu plus faible, on ne se sent pas à la hauteur. On dit, mais comment l'autre, là, il arrive à être super bien et tout. Alors, peut-être que quand la porte est fermée, il est complètement effondré. On ne sait pas, hein, en fait, ce qui se passe. Et en fait, quand on met ce parent intérieur avec cet enfant intérieur, eh ben, si on a des enfants, nos enfants le sentent que l'adulte, il est solide. Donc, il n'y a pas de place pour la manipulation de l'enfant envers le parent. L'enfant intérieur et le parent intérieur, ils sont là pour nous dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut protéger dans notre environnement. Et du coup, l'adulte intérieur, il rayonne de sécurité, d'assurance, d'estime, de confiance. Toutes ces notions qui sont très... très commercialisé. Moi, j'en parle parce que je trouve que c'est un truc qui ne s'achète pas, je le dis souvent. Mais comment, en fait, on peut se dire, être planté sur ses jambes et dire je vais bien, je suis un être exceptionnel, je suis magnifique. Et bien, c'est en écoutant sa voix intérieure, en écoutant ce qui se passe à l'intérieur de soi, en se regardant, en faisant un état des lieux de toutes nos réussites. Un cahier, hein, comme ça, faire une colonne. Qu'est-ce que j'ai réussi dans ma vie? 1, 2, 3, 4, il y a plein de choses. Et justement, quand on est responsable, je parlais de responsabilité tout à l'heure, responsable de ses actes et qu'on s'en rend fier, qu'on est capable d'écrire noir sur blanc, j'ai réussi ça, j'ai réussi ça. J'ai réussi, moi Yasmine Marilinda, j'ai réussi 2 beaux enfants, mais j'en suis tellement fière. Une fois je les regarde, je me demande si c'est les miens. Tellement ils sont beaux. Les petites pointes d'humour. Mais je suis fière d'eux. Je suis fière d'eux. Ils réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Ils avancent. C'est des maîtres pour moi. Parce que... Alors, est-ce que... je ne suis pas sûre que ça vienne toujours de moi, même si je suis une mère gonflée d'orgueil. J'essaye de développer l'humilité. Mais ils ont leur propre libre arbitre, le libre arbitre, voilà, dans la liberté affective dont je voulais parler aujourd'hui, on a merci Marie, dans le libre arbitre, là je bégaye, dans le libre arbitre, on a le choix de dire oui ou de dire non à tout ce qui arrive dans notre vie. On a le choix de dire non à la souffrance. On a le choix de dire non et peut-être de se retrouver seul quelque temps. Mais je vous dis, la solitude, c'est le début de la semence, de l'ensemencement du bonheur dans sa vie. Puisqu'en fait, quand on se retrouve seul, on sait qu'on a renoncé à quelque chose. On sait qu'on a renoncé à la souffrance. Et il y a quelque chose qui me fait hésiter. Ça ne veut pas dire forcément que je prône la solitude, hein, attention, hein, c'est pas ça. Hein. C'est quand on a renoncé à tout ce qui nous fait souffrir, quand on a renoncé à et qu'on a commencé à dire non, et ben notre pouvoir il est prégnant, hein, il est puissant, il est à nous et il est à personne d'autre. Et le libre arbitre, il ne faut pas oublier le libre arbitre. Le libre arbitre a été inventé pour que l'être humain soit libre
et qu'on ne lui fasse pas avaler tout ce qui sert en fait la société dans laquelle on évolue. Le libre arbitre, c'est de savoir dire non. On ne va pas parler du vaccin, le oui, le non. C'est un beau sujet que je ne vais pas mettre là-dedans, mais quand même. C'est voilà, si oui ou si non. Moi, j'ai dit oui. Mais j'avais mon libre arbitre, j'aurais pu dire non. Après, je me suis nettoyée comme j'ai pu, j'ai avalé le poison et j'en ai fait autre chose. Parce que dans le bouddhisme, on parle beaucoup d'avaler le poison de la souffrance, donc ça reste là, dans le coup de Shiva. Le Shiva, dans l'hindouisme, c'est le dieu de la destruction. Et en fait, sa parèdre qui est Kali, quand elle avale le poison, ça reste dans son cou et son cou devient bleu et ça se transforme en fait en lumière. Je vous la fais simple. Et en fait, dans la vie de tous les jours, finalement, on avale plein de poisons. On avale la pollution, on avale les vaccins, on avale les médicaments, on avale... qu'est-ce qu'on avale? Donc le poison qu'on prend dans les plantes ou qu'on prend... parce que tous les médicaments qui sont faits à base de plantes ou de toxines ou je sais pas moi, de venin. Et on en fait des médicaments, des vaccins, des antibiotiques ou pour les champignons, etc. Mais ça pullule. L'industrie pharmaceutique, c'est quand même une des industries les plus fructueuses. Et en fait, dans la vie et dans la relation, c'est pareil. Un mot de travers, une pensée de travers, un regard de travers, le non-dit. On dit que dans la communication, il y a 70% de non-dit et 30% de dit. Donc déjà, quand vous évoluez avec des personnes qui vous veulent du mal, ou en tout cas qui ne vous veulent pas que du bien, dans le non-dit, vous le sentez par le regard, la respiration, l'intention, il est fermé, etc. Bon, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, mais ce qui vient nourrir aussi votre énergie, c'est-à-dire si vous vous sentez rejeté par une personne rien que par son non-dit, vous avez le choix de ne pas la regarder, de vous tourner et de vous dire bon écoute, tu ne m'intéresses pas, au revoir. C'est important parce que on est tellement, en fait, nos yeux, là, le miroir de l'âme, il accueille tellement d'informations dans la journée. Notre mindset, notre état d'esprit, on a envie qu'il soit mieux, qu'on se sente mieux dès le matin, dès le lundi matin. C'est-à-dire que quand on a fini notre week-end, où on s'est reposé, le lundi, ça devrait être la journée où on est requinqué pour reprendre la semaine. Et pour être dans le monde du travail, je vous assure que moi, tous les lundis, c'était pas ça. C'était pas ça jusqu'à ce que j'arrive même plus à y aller, quoi. C'était le lundi, c'était féroce. Je luttais dans l'idée que le lundi arrivait à grands pas et là, depuis quelque temps, je l'accueille mieux. Mais non, forcément, je ne travaille pas. C'est forcément plus facile. Et comment, en fait, on réinvente son existence? Comment on reprend la responsabilité de sa vie en se disant, voilà, je suis libre, j'ai choisi d'y aller aujourd'hui, donc je vais choisir une belle journée intérieurement pour que ma journée se passe dans le meilleur... Je confirme, on est mardi. Et demain on est mardi, Marie. Moi j'ai perdu la notion du temps, c'est trop bon. C'est trop bon. Si tout le monde, je prie pour que chaque être humain n'ait plus à être dans le métro boulot dodo et dans l'enchaînement, voilà, comme l'image de mon annonce où en fait on est enchaîné, on a des boulets. Après, ça peut être un plaisir de retrouver ses collègues, de boire le café, de discuter, de rire. Moi, j'aime travailler. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais j'aime travailler avec mon cœur. Donc, pourquoi je dis mais j'aime travailler avec mon cœur? Parce que je dis mais parce qu'à certains endroits, ça ne s'apprécie pas. J'aime rire, j'aime vivre. Il y a des endroits, il faut arriver, costard, cravate et puis tout droit. Donc, c'est plus difficile. Alors, comment je pourrais conclure? Je pourrais conclure la liberté affective. La liberté affective, en fait, quand on a fait agir son parent intérieur et qui guide son enfant intérieur, qu'on a commencé à apprendre à dire non, qu'on a travaillé son estime de soi par différentes méthodes. Tout à l'heure, j'ai donné un questionnaire sur les 8 habitudes et qualités fondamentales de la personne authentique. Bon, il faut
inauthentique, pardon, donc il faut regarder le replay pour la voir. Et que si on cumule des qualités inauthentiques, eh ben, il est important de se faire accompagner. Et en fait, comment je pourrais conclure, c'est de dire que si vous sentez de l'oxygène dans votre corps, si vous sentez l'envie, si vous sentez vos besoins comblés par tout ce que vous mettez en place vous-même, si vous êtes responsable de votre bonheur, ben, la liberté affective, elle a toute sa place dans votre vie. Si votre libre arbitre guide chaque instant de votre vie, et pour ça il faut du courage, parce que dire non, ça demande du courage. Dire non, ça demande du courage. Et à chaque jour que Dieu fait ou que l'univers donne, dire non, c'est difficile. Ça peut même être subi comme de la violence, le fait de dire non. Et en fait, c'est un muscle à développer, le fait de dire non. C'est une habitude, une bonne habitude à prendre pour que, en fait, l'adulte intérieur et l'enfant intérieur, c'est comme l'adulte de parent extérieur avec son enfant. Un enfant qui fait des bêtises, on est capable de lui dire non, non, non. Et pourquoi ça ne se passerait pas à l'intérieur de nous comme ça? Moi, en tout cas, en tant que mère, j'ai eu une multitude de fois l'occasion de dire non. Parce que ça mettait en péril la sécurité de mon enfant. Et en fait, si on reprend cette image de parent et d'enfant et qu'on le place à l'intérieur de notre être, quel pouvoir l'extérieur, et je le mets de manière globale, n'a plus d'emprise sur nous. Le pouvoir de l'image, le pouvoir de la vieillesse, le pouvoir de la mort, le pouvoir de la peur de la mort, parce qu'avec le Covid, c'est ce qui a flambé avec la pandémie. Les gens ont eu peur de mourir à puissance 10. Et en fait, si on met ça à l'intérieur de nous, eh ben, on est puissant dans le fait d'être vivant et on est puissant tout court. Et la vie, elle devient belle. La vie, elle devient belle parce qu'on renonce. Il faut peut-être renoncer à un certain confort de vie, renoncer à des relations toxiques, renoncer à des situations toxiques qui font que la vie, elle devient plus plaisante et plus présente pour nous aussi. La vie est vivante dans notre vie et les questionnements qui sont liés au doute n'ont plus sa place. Donc voilà comment je vais conclure. Je vais conclure ça comme ça, que la liberté affective, c'est d'écouter notre libre arbitre et d'apprendre à dire non, de nous guider intérieurement par notre parent intérieur et qui guide notre enfant intérieur. Puisque si l'enfant intérieur est en sécurité, la créativité, la vie, l'amour a toute sa place. Le parent intérieur vient en fait être la fondation et le pilier de cet enfant. Et quelque part, ça, c'est comme ça. Et du coup, on ne tremble plus de peur à l'idée d'affronter une situation, une personne, un événement ou une épreuve de la vie. Voilà. Donc je conclus ça comme ça. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous embrasse. Et je vous dis à bientôt. Et pas de guidance, je ferai une guidance la prochaine fois. À bientôt. Bye bye. Merci Marie d'avoir été avec moi. Merci Sonam. Tuti Sodam.